Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, dans cette précédente vidéo, au début de cette vidéo, je vous ai montré un grand chantier de lotissement qui allait se construire. Gardez ça en mémoire parce que ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de ce drame qui a eu lieu à Alema, près de Maui, à Hawaï. Cette petite bourgade de bord de mer, qui vivait essentiellement du tourisme, était très appréciée d'ailleurs et réputée, a récemment été entièrement détruite. Je dis bien entièrement détruite par un incendie, laissant ces images apocalyptiques, mais aussi le drame de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur maison, avec en plus, je crois, au dernier bilan, 92 personnes décédées. Alors, au-delà du drame de ce qu'en général des incendies peuvent provoquer, surtout sur des zones urbaines, la raison pour laquelle, ici aux États-Unis, c'est quelque chose qui est extrêmement pris au sérieux et pour lequel d'ailleurs en règle générale il y a de gros moyens bien plus importants que ce qu'on peut connaître en France ici aux États-Unis, c'est tout simplement parce que il y a une spécificité. Enfin une spécificité qui n'est pas uniquement américaine, qui existe dans d'autres pays, mais dont c'est une spécificité qui explique la raison pour laquelle ici aux États-Unis on est extrêmement prudent, extrêmement inquiet parfois de ces drames qui peuvent être liés à des incendies. Pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce que sur Internet, il y a des gens qui commencent à nous dire qu'il y a des trucs bizarres. Pourquoi est-ce que, par exemple, des maisons brûlées et que de l'autre côté de la rue, il y a parfois certains bâtiments qui sont quasiment intacts, voire même des arbres qui sont complètement intacts. Et là, on voit apparaître des gens qui commencent à nous parler de flash de lumière, de flash énergétique. En gros, on est en train de voir des gens qui sont en train de nous expliquer que ce qui s'est passé à Alema, peut-être que c'est encore une fois de plus un coup monté. Au moment où je vous parle, on n'est pas trop au courant, on ne sait pas trop quelle est l'origine du feu. Si c'est un feu naturel ou si c'est un feu criminel. Pour l'instant, il y a des enquêtes, donc on verra. Sauf que pour expliquer l'étendue des dégâts, pour expliquer la raison pour laquelle on est en face de cette situation apocalyptique, eh bien la faute a ce qu'on appelle à deux facteurs. Le premier, c'est le facteur qu'on apprend en règle générale concernant le feu, c'est-à-dire la conduction. Conduction directe ou indirecte. Conduction directe, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque une structure est soumise à un incendie ou un feu intense. Selon le type de structure, et ça c'est un peu plus vrai en ce qui concerne par exemple les matériaux acier, les matériaux ferreux. Si vous prenez un feu, vous mettez une sorte de tige métallique, vous la mettez dans le feu, eh bien, suivant l'intensité du feu, si vous mettez une boule de papier à l'autre extrémité de la barre qui se trouve à 1 mètre, 1 mètre 50, 1 mètre on va dire, du feu, eh bien au bout d'un moment vous allez voir votre boule de papier qui va prendre feu. Alors que la boule de papier n'est absolument pas en contact avec les flammes. En revanche, la boule de papier connaît ce que l'on appelle la conduction directe, c'est-à-dire le métal, du fait qu'il est dans une de ses parties dans un feu intense, eh bien il y a une transmission de la chaleur. Et cette transmission de chaleur fait qu'à un moment donné, la chaleur, si elle est suffisamment intense, eh bien fait brûler la boule de papier.
C'est exactement le même phénomène que lorsque vous mettez une barre de fer dans un feu et que, sans faire attention, vous prenez la barre de fer à l'autre bout, vous avez une chance sur deux de vous brûler. Parce qu'évidemment, la chaleur intense du feu va avoir un effet de conduction dans la matière même de la barre de fer. Et vous avez là ce qu'on appelle la conduction indirecte. La conduction indirecte, c'est tout simplement le rayonnement. C'est-à-dire qu'un feu intense peut à un moment donné provoquer un autre feu selon si dans le rayonnement ou dans la zone de rayonnement, vous avez de la matière, ou ce qu'on appelle du combustible, qui peut très rapidement prendre feu de par sa consistance, de par sa matière. Exemple, si vous faites un feu et vous mettez à 1 mètre du feu une feuille de papier, si votre feu reste relativement correct, moyennement intense, vous-même vous allez sentir à un moment donné la chaleur. C'est le principe d'ailleurs. Les feux de cheminée. Sauf que si votre feu commence à prendre de l'intensité, eh bien à un moment donné, vous allez ressentir cette chaleur devenir beaucoup plus importante. Et votre feuille de papier qui se trouve à 1 mètre du feu et qui pourtant n'a pas de contact direct ou indirect avec les flammes, rien que le rayonnement de chaleur va à un moment donné faire en sorte que la feuille de papier va prendre feu d'elle-même. Tout simplement parce que le rayonnement est tellement intense que la matière même du papier, à un moment donné, va se désagréger et va commencer à prendre feu. Et enfin, dernier exemple, vous n'êtes pas sans avoir eu ces expériences de feu, par exemple feu de la Saint-Jean ou de grand bûcher, etc. Cette expérience personnelle vous a amené à un moment donné à vous dire putain, je suis quand même à 10 mètres du feu, mais je sens la chaleur. Alors même si vous êtes à 10 mètres et que vous sentez la chaleur d'un bûcher, donc imaginez si vous êtes dans un incendie d'une maison et que la rue fait 5 ou 6 mètres de large. Si cette maison, de par sa matière, va à un moment donné alimenter, de par son combustible, un feu intense, eh bien il y a peut-être des chances que la maison qui se trouve en face, à un moment donné, certains matériaux vont réagir au rayonnement de ce feu. Maintenant que vous avez compris ça, je reviens à cette spécificité dont je vous ai parlé au début de la vidéo en matière de construction aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a gardé, pour différentes raisons, une certaine tradition de construire avec du bois. C'est-à-dire que des immeubles que l'on peut voir, alors c'est des immeubles évidemment qui peuvent avoir que quelques étages, mais aussi des immeubles parfois avec une dizaine d'étages, eh bien, ce sont des bâtiments qui sont parfois construits autour de structures qui sont des structures béton, par exemple pour des cages d'escalier, pour des cages d'ascenseur. Et c'est tout. Le reste, ce n'est que de la charpente de bois. Voire au mieux, vous pouvez avoir une structure acier à l'intérieur, mais toute la façade est en bois. C'est de la charpente de bois. Donc cette conception de construction aux États-Unis, c'est excessivement courant parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et d'ailleurs, on le voit, tous les condos, les lotissements, les maisons qui sont aujourd'hui construites, c'est en grande majorité des maisons en bois, en charpente de bois, recouverts de composites plastiques, polymères, etc. Et d'où d'ailleurs cette expression qu'on a en France de construction en carton-pâte. C'est en effet des constructions en carton-pâte. Parce que malheureusement, eh bien, dans ces maisons, dans ces immeubles, quand il y a un feu qui se déclare, eh bien malheureusement le feu, même si évidemment le bois est traité, mais il est traité pour un certain feu, pour une certaine intensité de feu, pour résister. Mais sa résistance est limitée, elle est limitée parfois à 15 minutes, 20 minutes, grand maximum.
Et après, c'est un véritable brasier. Donc à partir du moment où vous avez dans un carré, dans un quartier, des maisons qui sont construites essentiellement sur ce modèle, eh bien, si une maison prend feu, vous comprendrez pourquoi ici aux États-Unis, l'urgence de l'intervention des pompiers est primordiale, parce que sinon le feu va s'étendre très rapidement au carré. On a même dans les procédures aux États-Unis un principe qui fait que si jamais un feu devient trop important, eh bien on va tout simplement sécuriser le carré. C'est-à-dire on va faire en sorte de protéger tous les autres carrés d'habitation adjacents et on va laisser tout simplement brûler et le feu s'étouffer de lui-même. C'est-à-dire qu'on va sacrifier le carré d'habitation pour préserver le reste. C'est-à-dire accentuer les moyens pour protéger le reste. Cette petite ville est une ville pittoresque où la grande majorité des bâtiments étaient évidemment en bois, en charpente. Et donc, si vous rajoutez là-dessus du vent, puisque malheureusement l'incendie a aussi été énormément alimenté par du vent, vous savez que le vent, c'est aussi un ennemi pour traiter et combattre des incendies, parce que le vent alimente 2 fois, 3 fois plus en oxygène un feu. Un feu qui est soumis à du vent est beaucoup plus difficile à combattre qu'un feu sans vent. Donc là, tous les facteurs aggravants étaient présents dans ces lieux-là, dans cette petite ville, qui fait que ça a alimenté le feu. Donc, ayant des combustibles très propices à la propagation du feu, ayant des conditions très propices à augmenter l'intensité des feux, et bien malheureusement, même avec 5 ou 6 mètres d'écart par des rues, par des ruelles, eh bien la conduction indirecte, finalement, a fait son objet et la petite ville a littéralement été en proie des flammes, du fait du témoignage d'ailleurs de ceux qui ont réussi à s'échapper. L'explique, de leurs mots, de leur vision, c'était une vision apocalyptique. Vision apocalyptique parce que voilà, les feux étaient tellement intenses que la propagation a été très rapide, que ce soit par contact direct ou contact indirect, par phénomène de conduction. Raison pour laquelle certains bâtiments n'ont pas été touchés, c'est parce que ces bâtiments étaient séparés par des rues beaucoup plus larges, par des places. Donc la raison pour laquelle, attention, parce que certains prennent cet exemple, on dit regardez ces bâtiments-là, il n'a pas été touché, donc c'est la preuve que ça a été... Non, c'est pas la preuve que. C'est la preuve que les bâtiments étaient à distance suffisante pour ne pas être victimes d'une conduction indirecte, du rayonnement de feu intense. Donc, en revanche, là où quelque chose va sans doute être plus ou moins vérifié, c'est qu'il y a des témoignages de gens qui habitaient dans ces lieux, qui rendent compte qu'ils ont connu, pour certains d'entre eux, ils ont subi, pour certains d'entre eux, des pressions de la part de promoteurs immobiliers, c'est-à-dire des promoteurs immobiliers qui voulaient acheter les maisons et les terrains pour raser les maisons et reconstruire des lotissements, mais des logements collectifs. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un lieu qui était très touristique. Et donc, les promoteurs immobiliers ont voulu élargir l'offre d'habitation, habitation soit de location ou habitation touristique, en voulant tout simplement racheter des terrains, racheter des maisons à des gens. Donc là, force est de constater que malheureusement, comme ça arrive aussi parfois en France, où certains incendies sont suspicieux, sont douteux sur leurs origines, pour pousser peut-être les collectivités locales à considérer que des zones qui étaient considérées comme des zones naturelles, aujourd'hui sont complètement dévastées par un incendie. Et derrière, on va dire, bah oui, mais ça coûte de l'argent public pour remettre de la nature. Donc on va en profiter pour vendre certaines parcelles, pour financer le reboisement, etc., à des promoteurs immobiliers.
Ben là, c'est pareil. Il y a de fortes chances que le business prime sur l'émotion, prime sur le drame de certains qui vont se voir peut-être offrir un prix pour leur terrain, pour compenser leurs pertes, parce que certains d'entre eux peut-être, je le rappelle ici aux États-Unis, hein, on a eu le cas avec les inondations à Houston, dans le Texas, où beaucoup de gens qui avaient des maisons ont tout perdu parce que dans leur contrat d'assurance, ils n'avaient pas pris l'option inondation. Et de fait, ils ont tout perdu. Et donc là, à Alamé, ça doit être à peu près la même chose. C'est que parmi les habitants, peut-être que certains d'entre eux, parce que ça coûte trop cher, n'avaient pas l'option incendie dans leur assurance. Et donc par conséquent, la seule issue pour eux, c'est de vendre. Mais de vendre au prix du terrain. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Encore une fois, la raison pour laquelle ici aux États-Unis, il y a beaucoup d'investissements dans les services de pompiers, pourquoi dans les grandes villes vous avez autant de casernes au kilomètre carré dans les villes américaines, c'est tout simplement parce que le feu, c'est un ennemi bien plus important que ce qu'on peut connaître en France, où en France en général, vous avez en effet certaines villes qui ont des maisons encore avec des charpentes de bois, etc. Mais on a une tradition de pierre, une tradition de construction en pierre, en briques, voire même en béton, ce qui limite les risques de propagation du feu. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque même dans les buildings, dans les très hauts buildings, le feu est aussi un des ennemis principaux, un des risques majeurs. On a pu le voir à plusieurs reprises d'ailleurs, d'incendies qui ont lieu dans des buildings de très haute hauteur. Donc c'est véritablement un cauchemar. Et c'est d'autant plus un cauchemar quand certains immeubles sont avec des structures acier à l'intérieur, mais tout le reste, c'est-à-dire surtout les façades, les compartimentages des appartements, etc., c'est de la charpente de bois. Eh ouais. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.